Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on est là avec Tone aujourd'hui qui nous accompagne. Alors, deux petits mots d'introduction avant de parler de Tone et puis du contenu surtout pour tout le monde. On a déjà des messages dans le chat. Bonjour Viviane. Viviane dit bonjour, magnifique, ce qui veut dire que tout le monde nous entend, ce qui est bien, c'est la première question à poser. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, même si la plupart des gens nous connaissent fatalement, nous sommes Elenkos, une entreprise de consultance. Moi c'est Catherine. Voilà, et moi c'est Yorick. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on travaille en fait sur l'identité des organisations, découvrir votre identité pour en fait révéler votre potentiel, quoi. Ouais. Et pour ceux qui viennent dont c'est le premier webinaire confiné, l'idée des webinaires confinés, c'est un peu d'explorer les domaines qui touchent les entreprises à l'heure actuelle. Certains domaines sont dans nos cœurs d'activité, certains d'autres non. Et le but, c'est d'enrichir tout ça d'expériences, d'invités, d'experts. Et donc aujourd'hui, on a eu envie de prendre vraiment comme thème un sujet qui est crucial pour toutes les entreprises. C'est au secours, mes revenus sont en train de diminuer parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ne le vivent pas pour le moment. C'est ça, exactement. Et du coup, quand les revenus diminuent, il y a deux éléments à toute approche. C'est se poser la question des coûts. Moi, je vais traiter très rapidement un petit peu de stratégie sur la gestion des coûts. Et puis, Tone complétera avec l'expérience et avec plein d'autres éléments, probablement sur les revenus aussi, etc. Alors, aussi pour dire que pour continuer sur cette logique, donc dans 15 jours, notre prochain webinaire, ce sera au secours, le confinement a tué mon produit / mon service. Pour tous les gens qui se retrouvent avec un produit ou un service qui est difficilement faisable dans l'époque qu'on vit pour le moment, parce que même si on déconfine, ça viendra doucement. Donc aujourd'hui, on est plus orienté vraiment revenu pur sur ce webinaire. Exactement. Alors aujourd'hui, on est dans un comité relativement réduit, donc n'hésitez pas à poser autant de questions que vous voulez. On y répondra au fur et à mesure. On a vraiment l'habitude dans les webinaires confinés d'être très orienté direct. Donc, si on a une question intéressante qui pop, on n'hésitera pas à la traiter. Si vous voulez montrer votre tête aussi, sachant qu'elle apparaîtra dans le replay aussi et que ce sera après sur notre chaîne YouTube. Mais donc, si ça vous fait pas peur, faut pas hésiter. Voilà. Parce que on a aussi quelques experts du sujet aujourd'hui, je vois sur le chat. Donc. Tout à fait. Alors, on va commencer avec donc, une petite présentation courte juste pour en fait resituer quelques concepts qui me paraissent intéressants pour tout le monde, pour les avoir en tout cas en tête. Et donc, ici, comme toujours, Tone, mais aussi toutes les personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas en fait à intervenir, poser vos questions ou faire vos remarques. Donc, quand la crise est là, fatalement, il y a une chose qui se passe, et ça, on est tous en train de le vivre à des degrés divers, la demande se tasse. Alors, si la demande se tasse, qu'est-ce qui se passe? L'argent vient manquer. Le premier réflexe qu'on se dit, si je commence à être un peu à court d'argent, je vais réduire les coûts. Ouais, ça paraît logique. Et ça devrait être facile, non? On prend un budget et on met tout à zéro et on a réduit les coûts. Alors, normalement, si vous avez déjà géré quoi que ce soit dans votre vie, vous vous dites, non, mais c'est complètement idiot ton truc. Et évidemment que c'est... Voilà, c'est ça. Si on fait ça, il n'y a plus de boîte. Donc, le but, c'est pas de réduire les coûts pur et dur. Quand on est en train de faire un exercice sur les coûts, le but, c'est d'être plus productif. C'est avoir un meilleur retour sur investissement. C'est pas juste de dépenser moins, mais c'est d'être sûr que tout ce qu'on dépense rapporte, en fait. C'est ça l'idée. Et je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra assez bien. Et pourquoi, juste rappel super rapide, une entreprise, c'est quoi? C'est des ressources, donc les fameux coûts, hein, on dépense de l'argent, donc c'est les équipes, c'est les locaux, les machines, si on est dans quelque chose d'un peu plus industriel, les matières premières éventuellement. C'est des processus, le travail, le savoir-faire des équipes, qui vont transformer toutes ces ressources en produits ou services. D'accord? Donc une entreprise, c'est une machine à transformer les ressources en produits ou services qu'on va vendre. Et quand on les vend, normalement, c'est à un prix plus élevé que ce qui a été nécessaire pour les produire. Et ça, c'est les revenus. Une entreprise, c'est juste ça. Alors évidemment, si on se souvient de ça, sans ressources, il n'y a pas de revenus. Donc, couper dans les ressources trop fort, c'est vous couper aussi de vos ressources, de vos revenus, pardon. Donc, si vous vous coupez de vos revenus, vous avez empiré votre problème. Donc, c'est une question d'équilibre à trouver. Il faut limiter l'utilisation des ressources si on commence à être à court de trésorerie, bien sûr. Mais en même temps, il faut maximiser les revenus. Il y a les ressources qui sont investies qui sont moins élevées, mais il va quand même falloir maximiser les revenus. Donc encore une fois, c'est chaque euro dépensé va devoir apporter plus. Si on coupe trop ou si on coupe la mauvaise chose, ça va empirer la situation.
Donc ça, c'est vraiment, c'est mon message phare. Réfléchissez avant de diminuer un budget. Peut-être que c'est pas la bonne chose à faire d'ailleurs. Alors, juste quelques tuyaux pour penser sur comment diminuer vos budgets éventuels. Je vais revenir avec une distinction qui est assez classique et connue pour tout le monde. Mais quand même, je reviens dessus parce qu'on s'en sert pas assez. C'est la distinction CAPEX-OPEX. Donc, pour rappel, hein, CAPEX, c'est quoi? C'est investir dans le futur. C'est tout ce qui est investissement, donc c'est l'ordre du projet en général, où l'objectif, c'est quelque part de générer des revenus supplémentaires, des nouvelles formes de revenus, ou augmenter vos revenus, ou éventuellement d'ailleurs faire quelque chose qui va diminuer vos coûts de manière structurelle. Donc, difficilement possible qu'on ait une majorité de frais fixes, me dit Viviane. Donc, on peut, le point là, pour le coup, n'est pas tout à fait clair. Vous voulez dire qu'il n'est pas nécessairement facile de diminuer les CAPEX dans ce cas-là. C'est ça que vous dites, Viviane? On va voir ce que Ouais, ok. Donc effectivement, hein, donc si on a une majorité de frais fixes, fondamentalement, vos capex, vous pouvez difficilement y toucher. Et en fait, la manière dont je vous invite à y penser, c'est que si c'est des frais fixes qui sont nécessaires pour opérer, je vous invite à y penser de considérer ça comme des OPEX justement. C'est un peu la manière dont je vous invite à regarder les choses, c'est de voir CAPEX, c'est investir dans le futur, quelque chose de neuf. OPEX, c'est l'entretien de la machine, comme je dis. Et pourquoi? Parce qu'en fait, CAPEX, OPEX, c'est pas des concepts qui sont définis légalement, quelque chose comme ça, même si on tend à s'en servir dans des contextes comptables. Mais par contre, on peut s'en servir comme outil managériaux. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si on pense donc investissement dans le futur du projet pour acquérir des nouvelles choses, versus OPEX, qui est le coût de vos opérations actuelles, ce qui vous permet en fait de générer vos revenus actuels, en fait, ça nous permet de faire une grosse distinction managériale. Je vais y revenir dans un instant. Donc, il y a 2 minutes, quand je montrais ce slide qui était ridicule, où on supprimait tous les budgets et je les mettais tous à zéro, ça, c'était mettre de l'OPEX à zéro. C'est-à-dire, la boîte, elle ne sait plus tourner. Par contre, un CAPEX, un projet qui est là pour développer quelque chose de neuf, si vous le mettez à zéro, vous pouvez encore tourner. Vous allez peut-être vous priver d'une opportunité vers le futur, et c'est peut-être une erreur, ça c'est autre chose. Mais c'est la grosse différence entre CAPEX et OPEX. Donc, quand vous pensez CAPEX, c'est quelque chose où vous dites, je peux complètement le couper et la boîte continue à tourner. Je vais peut-être rater des opportunités, etc. Mais je peux continuer à tourner. OPEX, non. Si vous le coupez, vous pouvez pas continuer à tourner. C'est pour ça que les frais fixes, je tends à les considérer comme de l'OPEX. Encore une fois, il y a une différence potentielle entre l'acquisition de quelque chose qui va générer des frais fixes, hein, typiquement une machine industrielle, ce genre de choses, et puis effectivement l'opérer. J'allais faire une remarque là-dessus. Moi, je viens du monde des startups. Hein. Ouais. En 2000-2001, quand on lançait une startup, il fallait acheter des serveurs. C'était du CAPEX. On investissait, ça veut dire qu'on achetait les serveurs pour des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on va dans le cloud qui est un OPEX. Tous les mois, on paye par une carte de crédit ou d'autres moyens juste dont on a besoin. C'est très élastique. S'il y a vous avez moins de trafic et moins de clients, eh ben, vous allez payer moins pour tenir vos services online. C'est un autre exemple de CAPEX OPEX qui parle aux gens qui développent des sites web de plus acheter des serveurs, mais de laisser le coût chez l'hébergeur qui va en fait préfinancer l'achat. Et vous le comptez à fur et à mesure, et ça veut dire que vous perdez pas votre cash aujourd'hui, mais vous allez payer un premium. Pour certains cas de start-up qui sont très intensifs, ça vaut toujours le coup d'acheter du CAPEX, mais alors il faut lever du capital ou y investir fortement. Voilà, j'espère que ça aide à clarifier le concept d'achat ou d'utilisation par loyer. Ouais, tout à fait, parce que et ça montre aussi bien cet aspect, c'est pas nécessairement blanc ou noir, hein. Donc typiquement, si aujourd'hui vous avez des problèmes de trésorerie, pourquoi est-ce que j'amène cette question de CAPEX, OPEX? CAPEX, ou bien vous décidez de continuer cet investissement, ou bien vous le coupez complètement. Vous commencez pas à rigoter à le couper de 25%. Les chefs de projet, Tone, tu as aussi géré des projets par le passé avant d'être CEO de nombreuses startups. Tu sais comme nous que la meilleure manière de tuer un projet, c'est de dire oui, mais on va faire la même chose, mais on va juste diminuer ton budget, quoi. Ça marche pas, ça.
Et certainement en temps de crise, les estimations et les réévaluations qu'on va faire vont être à côté de la plaque en général. Donc en fait, l'idée, c'est de dire les capex, on les regarde et ou bien on va continuer à les faire parce qu'on a encore les moyens et ça rapporte assez, ou bien on les coupe complètement. Ouais. OPEX, par contre, c'est à la marge. Parce que moi, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que pour en discuter, le problème d'une crise comme celle-ci, c'est l'indécision. Et on tend je dirais, à essayer de couper un petit peu, mais sans distinction, sans bien réfléchir, en prenant pas de décision franche, en fait. Et j'ai l'impression que c'est le plus gros problème, c'est de pas prendre de décision. Tout à fait. Donc, typiquement pour les projets d'investissement, il faut décider en blanc ou noir et avoir le courage d'arrêter des projets, évidemment. Donc, quelques exemples rapides d'OPEX, des salaires, loyers, coûts de production, etc. Exemple de CAPEX, à l'inverse, recherche et développement, acquisition de nouvelles machines, déménagement, formation, ce genre de choses-là. Alors, comment est-ce que je décide de quel CAPEX à préserver si j'ai effectivement des CAPEX? Ça, c'est un petit outil que je vous propose qui a d'une simplicité crasse. Donc, il y a évidemment moyen d'analyser les choses en profondeur, mais ceci est une manière simple de représenter en fait l'intérêt de continuer ou pas un projet d'investissement que vous avez. Si vous représentez sur deux axes, donc en vertical, la rentabilité de l'initiative. Donc, à quel point est-ce que ça va en fait changer, générer un bénéfice? À quel point est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Et sur l'axe horizontal, le temps qu'il va me falloir pour tirer un bénéfice. Parce qu'évidemment, on est en train de parler de temps de crise, on est en train de parler de moments où en fait l'argent va venir à manquer. On peut pas se permettre nécessairement de se dire j'investis pour quelque chose qui va me rapporter dans 2 ans alors que j'ai plus que 6 mois de cash, quoi. Si dans 6 mois je suis faillite, ce qui m'aura rapporté dans 2 ans, ça ne sert à rien de le faire aujourd'hui. Donc essayez de faire cette balance entre les deux. Et donc du coup sur le graphe, c'est ce qui est le plus en haut à gauche. Qu'il faut essayer de prioriser. Évidemment, non seulement il y a la question du bénéfice que ça va apporter, mais il y a la question du coût. Donc là, éventuellement, vous pouvez utiliser la bulle, la taille de la bulle pour représenter ça, parce que peut-être que certaines choses vont effectivement être très rentables assez rapidement, mais requièrent un budget que vous n'avez plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra analyser. Il y a donc voilà, ça c'est un élément. Il y a une chose que j'aimerais bien dire ici, parce qu'il y a refaire l'interface graphique du produit comme exemple ici. J'ai une vision qui est parfois un peu hétérodoxe dans l'univers du développement. La roadmap d'un produit, pour moi, c'est du CAPEX. Donc, typiquement, on tend à considérer ça que c'est de l'opérationnel parce que c'est des salaires, ce qui n'est pas faux. Mais fondamentalement, on est en train d'investir dans quelque chose dont on espère que ça va augmenter les revenus. Et pour ceux qui sont dans le logiciel, et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le logiciel ici, moi, je considère que la roadmap, pour autant que vous ayez déjà un product market fit, donc vous arrivez déjà à vendre votre produit, votre roadmap, c'est augmenter vos revenus, c'est du CAPEX, c'est de l'investissement. Donc, et du coup, vous pouvez, avec ce raisonnement-là, vous dire, certains développements, je les fais, certains développements, je les fais pas, et c'est comme ça que vous allez voir les choses. Ça a un impact, évidemment, quand vous êtes en train d'évaluer vos capacités en développement que vous avez besoin, donc les salaires dont vous avez besoin. Ça, c'est un peu l'approche CAPEX. Et l'approche pour vos OPEX, c'est assez différent. Là, c'est une réflexion qui me paraît important de mener. Les OPEX que vous exposez, donc les coûts opérationnels que vous exposez, certaines sont génératrices de revenus, certaines pas. Donc, à mes yeux, il est important d'arriver à distinguer dans les différents OPEX à quel point, et c'est pas scientifique ce genre d'exercice, je vous préviens, n'essayez pas de le chiffrer exagérément, mais de vous donner une bonne idée de quelles activités sont génératrices de revenus, lesquelles évitent des coûts. Donc tout ce qui est par exemple RH, finance, administration, parfois ça génère pas du revenu, mais ça évite certainement des coûts, que ce soit des amendes ou d'autres problèmes encore plus vastes. Et d'autres sont simplement des coûts de production, les vrais coûts opérationnels, les vrais coûts de production. Et là, ce que je vous encourage à faire, c'est de toucher le moins possible à ce qui est générateur de revenus, de commencer par ce qui génère moins de revenus, et puis de répartir le reste des réductions que vous auriez éventuellement besoin de faire sur le tout. Donc typiquement aujourd'hui, beaucoup d'entreprises tendent à supprimer leur budget vente en fait, en se disant mes vendeurs ils n'arrivent pas à obtenir des rendez-vous. C'est pas idiot de dire mes vendeurs ils obtiennent pas de rendez-vous,
Mais en même temps, un vendeur, ça fait beaucoup d'autres choses que simplement être en rendez-vous clientèle. Ça réfléchit à sa stratégie commerciale, ça réfléchit à sa liste de prospects, ça réfléchit au pricing. Il y a beaucoup de choses à faire avec vos vendeurs qui vont être générateurs de revenus. Évidemment, si tout le monde est quasiment à l'arrêt, ça ne sert plus à rien d'être plus catholique que le pape et d'obliger les vendeurs à travailler pour rien. Mais pensez bien qu'il y a beaucoup de manières très utiles et très rentables d'utiliser vos vendeurs pendant une période de crise, autre que simplement les envoyer en rendez-vous. Voilà, ça c'est simplement les quelques notions que je voulais vite mettre sur table pour tout le monde. Parce qu'en fait, moi, je serais super intéressé à entendre le feedback de Tone, d'autant que je me rends compte que, et je m'en excuse profondément, j'ai oublié d'introduire Tone correctement au début du webinaire. Donc, je pars toujours du principe que tout le monde connaît Tone, mais on a quelques amis français. Guillaume. Donc, Tone est un entrepreneur, serial entrepreneur, comme on dit, hein, un succès depuis 99, je crois, si je ne m'abuse. Je m'amuse en créant des boîtes depuis 99, disons-le comme ça, voilà. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, pour les plus connus dont tu t'occupes à l'heure actuelle, bah, c'est data.be, lex.be. Oui, je vais le mettre dans le chat, hein, comme ça on fait un peu d'autopromotion pour notre propre startup, voilà. S'il y a des juristes dans la salle, il y a lex.be. Et voilà, et tu t'occupes du Beta Cowork aussi, donc. Et le Beta Cowork, oui, malheureusement, comme vous imaginez, on disait tiens, qu'est-ce que je vais faire de mon business? Beta Cowork, c'est un coworking. Et les coworking sont fermés parce que on suit les consignes du gouvernement, bien sûr, comme il faut. Et quand on peut travailler chez soi, il faut travailler chez soi. Et comme tout le monde là-bas sont des digital workers, il y avait une employée là, elle était à la maison au chômage technique temporaire. On espère tous qu'on peut vite réouvrir, mais c'est clair que oui, il y a des modèles comme les restaurants et autres, on est fermé par force majeure et on essaye de faire avec. C'est pas facile. Hein. Dans ces cas-là, tu peux faire OPEX, CAPEX, tout ce que tu veux. Tes revenus sont pas les mêmes. Bien sûr. Et nous-mêmes avons fait des gestes vis-à-vis de nos clients avec des réductions pour qu'ils restent quand même, pour qu'après la crise, on n'ait pas perdu toute notre clientèle. Il y avait 160 coworkers avant, de dire ok, tout le monde a... Pardon ? Vous avez frisé les abonnements, en fait. On n'a pas complètement frisé parce qu'il y a toujours le courrier qui arrive. Il y a des gens, c'est quand même le siège de pas mal de sociétés. Mais nous sommes en plein discussion de dire, OK, c'était pour 1 mois, maintenant c'est 2 mois. Qu'est-ce qu'on va faire comme juste équilibre de dire, OK, c'est un abonnement avec une résiliation de 1 mois avant. C'est comme les clubs de fitness, comme plein de formules. Où les gens ne bénéficient plus à pleinement la formule physique et qu'on a essayé de faire bien sûr vers des outils, de garder la communauté qui fait une partie aussi de la value proposition. Mais j'avoue que c'est difficile et que oui, ça va nous coûter très très cher. On va perdre beaucoup de chiffre d'affaires suite à ça. Et en discussion de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour la facturation du mois qui vient maintenant, avec toutes les incertitudes. On attend vendredi. Quand est-ce que ça va rouvrir? Est-ce qu'on va charger tout le mois de mai, la moitié du mois de mai? Et entre ça et zéro, qu'est-ce qui est justifiable vis-à-vis de nos membres? Pas facile. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment compliqué. Et en effet, hein, comme tu le dis très justement, on peut diminuer les coûts autant qu'on veut, essayer de travailler autant qu'on veut, mais ça ne suffit pas souvent. Et je veux dire, si on se retrouve dans une position où on n'a vraiment plus de trésorerie, je veux dire, on peut couper autant qu'on veut, mais on va avoir d'autres problèmes. Et justement, allez, toi, tu as vécu plusieurs crises justement, hein, actif avec des entreprises. Oui, alors pour quand même donner un tout petit peu de retour sur ce que j'ai créé, j'ai Casius.be qui est une plateforme de mise en contact entre entrepreneurs et consommateurs qui veulent rénover leur maison. Ça, on a lancé en 99, on a levé 4 millions d'euros et il y a eu la grosse crise de dot-com crash, la première que j'ai su traverser. Il n'y a pas une date exacte parce que c'était un crash qui a pris un bon bout de temps, mais je peux vous dire qu'à partir de 2002-2003, plus aucun investisseur voulait investir dans quoi que ce soit du B2C. C'est ça. Ils avaient appris avant la crise avec des valorations complètement débiles, très 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 élevées, que tous ces sites fantastiques d'e-commerce et autres n'allaient jamais fonctionner. Hein. On voit maintenant avec 20 ans de retour que là-dedans, il y avait des très bons expériments qui aujourd'hui sont des succès, mais pas avec les structures qui ont levé du capital en 89, 99, 2000.
Voilà, Oui, ça, c'est c'est ça. une chose. Alors, ce que j'ai appris là, on avait une très grosse force de vente physique. Oui. On a dû faire un downscaling à ce niveau-là. On a plus ou moins fait moitié après pour traverser le coût. Et ça veut dire que tu vas grandir plus lentement. Oui, Et c'est là, on ça. a dû faire des plans et ça va à l'encontre de tout conseil de comment gérer une boîte. C'est de justement ne pas freiner dans ta force de vente, parce que sans ça, tu vas justement creuser le trou qui est plus profonde. Oui. Sauf, et ça c'est l'exception, comme beaucoup de startups, quand tu es encore en train de mettre le produit, de faire un pivot, de trouver Ouais, ton c'est ça. product market fit, et que ta force de vente n'est pas encore tous des A-players. Et Oui, quand c'est ça. on était 50 à l'époque, tu as quand même la moitié de la force de vente qui vient de rejoindre, qui est en apprentissage et autres. Et là, quand tu sais ça va durer 2-3 ans, eh ben, en tant que boîte, tu n'as pas le choix pour payer tout le reste de la boîte. Et on a survécu. Tout On à a fait. survécu parce qu'on a dû aller dans ces coups-là. Et encore une fois, il faut faire très gaffe avec ce genre de conseils. C'est jamais applicable à tout le monde. Ouais, Ça absolument. dépend vraiment de ton business, de type de clientèle et autres. Et aujourd'hui, je suis toujours actionnaire de cette société. On voit que c'est très différent entre la Belgique et les Pays-Bas. D'accord. Le Covid est partout. Par Ouais. contre, aux Pays-Bas, l'économie est beaucoup plus ouverte encore qu'en Belgique et les corps de métier continuent. D'accord. Il y a seulement quelques jours, le week-end, samedi passé, les DIY chains, les magasins de construction Ah ont oui. rouvert. Aux D'accord. Pays-Bas, ils étaient ouverts depuis très longtemps déjà. Et Ouais, c'est ça ça. montre que l'économie, selon ce qui est permis et pas, continue avec plus ou moins de retour. Alors là, c'est un business. Hein. Pour donner l'exemple, c'est très différent. J'ai l'impression, pour revenir à ce que tu dis, que la différence entre cette crise-là et celle-ci, c'est que cette crise-là, c'était un peu comme, tu sais, quand tu es en train de bouillir dans ta marmite, ça commence à devenir mauvais, mais c'est progressif, tandis qu'ici, Ouais, c'est vraiment le coup de marteau. Ouais. Et, ouais, et j'ai l'impression qu'au fond, les risques sont dans une crise qui démarre doucement, c'est qu'on n'aille pas assez vite dans les décisions, tandis qu'une crise comme celle-ci, moi, j'ai très peur des effets de panique dans le Ouais. cost-cutting pour beaucoup de boîtes, de décisions complètement irrationnelles en mode freak out. c'est clair qu'il y en a eu, hein, parce qu'il y a un ripple, une vague qui fait que les boîtes, beaucoup de boîtes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont supprimé les coûts de tous les consultants externes, par exemple. Autour de moi et certainement autour de vous aussi, il y a des gros clients avec des noms réputés qui ont des réserves, mais qui disent tous ces coûts externes, on arrête. L'innovation, on arrête. Ouais, c'est ça. Maintenant, Ouais. c'est core business. We go back to core business. Tout à C'est fait. clair que c'est très short-term thinking. Ouais. Et ils n'ont pas peur de perdre les consultants parce qu'ils se disent par après, on va en trouver des nouveaux. Hein. Ouais. C'est ça un peu cet effet très négatif. Beaucoup de Parce que réemplois. si toutes les grosses boîtes font ça, eh ben, l'économie sera en dépression, pas mentale, mais carrément économique et Tout pendant à fait. longtemps. Et ça, il faut absolument l'éviter. Et je dirais que l'avantage que j'ai vu quand même dans ma dernière startup, Data.be, on avait des contrats, bon, un autre secteur bancaire qui utilise nos outils pour ce qu'on appelle du KYC, Know Your Customer. Eux, justement, ils ont payé les contrats bien à temps. Bon, les banques ont beaucoup de trésorerie, Ouais. c'est une autre problématique entre guillemets, mais elles honorent leurs contrats Ouais, c'est ça. vis-à-vis les fournisseurs externes. Et moi, j'avoue que j'ai eu très peur de ça à un moment aussi, dire oh là là, quand j'entendais autour de moi les grosses boîtes qui annulent les contrats, je dis ah, c'est pas vrai, ils vont pas faire comme les autres. Eh ben non. Selon les secteurs et le type de management, il y a des consignes. Et on le Ouais. voit et on le lit dans les journaux. Il y a des boîtes qui vont, mais en hyper libéral. We slash everything, we fire everybody and we take as much government money as we can on the way over there. Ça, Ouais. c'est une approche. Et puis ceux qui sont là, quand on a parlé des années précédentes des valeurs de la société, hein, ils ont mis des beaux mission statements, il y avait des nice values qui étaient bien décrits là-dedans. Et ben, ceux-là, beaucoup sont mis dans la poubelle. Maintenant, on voit les rares boîtes où ces valeurs étaient véridiques. Ouais, c'est ça. C'est assez dingue parce que nous, les valeurs, c'est au corps de ce qu'on fait dans notre Ah oui, business. oui, c'est en plus, oui. Et ça nous fait, et en fait, c'est marrant parce que sur quels que soient les sujets qu'on aborde, Ouais, on en arrive au fait, c'est maintenant le moment de vérité. ouais, C'est maintenant le Ouais. moment ouais, de savoir est-ce que ouais, tes valeurs, c'est juste un truc pour faire joli sur un poster ou ouais. est-ce que c'est quelque chose qui tient Ouais. des exemples de sociétés de services qui avaient respect sur leurs Mm, valeurs et qui virent des gens par email ouais. en mode merci, salut, bisous, ben, Ouais. c'est
Il y a une question super pratique de Viviane. Est-ce qu'il y a eu des fermetures forcées aux Pays-Bas, Toon? Je crois que Oui, non. comme chez nous, toute la restauration, Horeca est à l'arrêt selon les secteurs, mais les consignes sont si vous savez travailler avec 1,5 mètre de distance, allez-y. Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui. Sortez de chez vous. Hein. Même chose, les écoles sont partiellement ouvertes. Hein. Il y Ouais, a j'ai mon frère qui travaille aux Pays-Bas, et ma belle-sœur aussi, leurs enfants sont à l'école. Hein. Ça veut d'accord. dire que l'école, pour certains métiers, sont plus ouverts que chez nous. C'est quand même plus difficile. Hein. Et là, les métiers critiques, c'est plus que juste je dirais, tout ce qui est médical. C'est tous ceux qui sont dans le transport qui doivent travailler, tous ceux qui sont dans la construction des routes. Voilà, tout ça, ça continue. Comme je dis, partout en Europe, on voit que c'est différent. Un peu c'est peut-être trop un raccourci qui va trop loin, mais quand on va vers le sud, c'est fermé, on ne bosse pas et on reste chez soi. Quand on va vers le nord à partir des Pays-Bas, et surtout dans certains pays scandinaves, Ouais. mine de rien, et certains, c'est vraiment extrêmement léger. Oui, en Suède, par exemple. Tout à fait, En ouais. Suède, on va voir après avec le retour, est-ce que Ouais. est-ce qu'ils ont pris la mesure qu'il fallait? Combien de morts est-ce qu'il y a de plus ou en moins? Et de nouveau, chaque pays est différent. La Belgique Oui, est tout au à fait. milieu de l'Europe. On a eu énormément d'infections devenues partout. Du coup, il paraît qu'on est plus impliqué et plus de façon négative Ouais. qu'on a eu plus de ça que d'autres pays. Tout ça, Ouais. c'est différent. Maintenant, Et par contre, on a un ami qui effectivement travaille aux Pays-Bas, mais il est belge, donc il a une bonne perception des deux cultures. Et il dit, ouais, ce qu'il faut pas oublier, c'est que, et c'est là que la culture joue un rôle, et c'est vrai ouais, pour les entreprises aussi, énorme, c'est que aux Pays-Bas, on n'aime pas trop interdire des choses. Hein, c'est une culture très ouais, libérale de ce point de vue-là. ouais, Le gouvernement essaie d'éviter d'interdire les choses, mais par contre, si le gouvernement recommande de faire quelque ah chose, oui, les gens le les gens font. suivent. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a un peu cet aspect-là. Alors maintenant, et là c'est juste pour charrier mon copain Guillaume qui nous écoute, mais en France, on a parfois un peu la tendance inverse, c'est-à-dire que tant qu'on va pas en prison pour quelque chose, les gens vont essayer de contourner la règle parfois. C'est parfois... voilà, l'esprit gaulois, dit-il. Tout à fait. Oui, mais sauf que cet esprit aujourd'hui met en danger d'autres citoyens. Oui, bien sûr. Je crois quand même que beaucoup de monde le prend très, très, très au sérieux. Oui, je crois aussi. Oui. Mais en même temps, on en a tous marre et on veut retourner à notre vie, voir les amis, voir les collègues, travailler comme avant. Et voilà, on sait tous que ça reviendrait pas rapidement. Ça sera petit par petit. Et nos business, nous sommes en train d'adapter. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut s'adapter. Oui, c'est ça. C'est le message le plus important de tous ceux qui ont survécu des crises en business. C'est très rapidement, il faut pas attendre. Si tu dis, tiens, ça va dans le mauvais sens, mais je vais attendre encore un mois pour voir si c'est vraiment le mauvais sens, eh ben non, c'est trop tard. Dans un mois, tu ne sauras plus prendre le choix dans des bonnes conditions comme tu les as aujourd'hui, et tu seras forcé de faire quelque chose si tu peux encore suivre de beaucoup plus pénible. Et je crois qu'il y a beaucoup de first-time entrepreneurs qui n'ont que connu les bonnes années à partir de 2009-2010 en consulting, en service, en tout. Il y avait une pénurie de talents. Catherine, tu le sais bien, hein, en HR, trouver des bons développeurs, c'est difficile. Ça va pour moi, ça va. Je pense pas que sur le long terme, ça va avoir un impact sur le talent. Je pense que d'un point de vue travail, les gens impactés vont être les gens avec moins de formation et ça, ce sera un autre problème. Mais au fond, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est il vaut mieux une mauvaise décision que pas de décision, en fait. Ouais. Non, une mauvaise, il faut l'éviter. Personne va faire une mauvaise pour faire une mauvaise, oui. Mais il faut agir. Et il faut essayer d'agir de façon assez drastique, de dire qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Quand je vois la liste des participants, beaucoup travaillent derrière un clavier. Qu'est-ce que je peux faire avec mes compétences? Est-ce que, au lieu de travailler, ou même quand tu as une start-up, une petite PME, tu mets normalement tous tes efforts dans une plateforme pour générer des revenus à plus long terme. Si tu ne trouves pas de financement et que tu n'as pas de subside, un autre débat, on va pas l'ouvrir ici, alors il faut voir qu'est-ce que je peux faire avec ces atouts. Moi-même, dans Data.B, on est allé chercher du boulot technique avancé qui est motivant pour nos équipes et dont on dit clairement à tout le monde, eh ben voilà, si ce deal-là va tomber, on va se ressourcer pendant X temps sur ça et un peu moins sur le produit. Oui, tout à fait. C'est une solution pour garder ta boîte
pour garder l'équipe, qui est le coût principal, et de vendre. Mais voilà, c'est l'autre dynamique. C'est de continuer à vendre. Et c'est vraiment bizarre. Dans la crise, c'est très difficile parce qu'il n'y a plus de réunions. Je crois que c'est très difficile de faire des new customers. Mais pour tous ceux d'entre nous qui ont un réseau, n'hésitez pas, prenez votre téléphone, envoyez des emails, faites le reach out en LinkedIn. J'étais agréablement surpris par mes amis qui travaillent dans d'autres secteurs, qui disent tiens Tone, comment ça va avec tes business, ça va être dur maintenant d'avoir une PME, comment est-ce que je peux t'aider? Et c'est ce réseau-là qui est extrêmement valable, et c'est des gens aujourd'hui, they go the extra mile, comme on dit en anglais. Ils vont aller plus loin parce qu'ils veulent t'aider. Même chose avec les buyers. J'ai vraiment ressenti ça dans la dernière semaine. Voilà, d'avoir plus d'amis que prévu et qui appellent dans ces moments difficiles et dire tiens, je peux m'imaginer, qu'est-ce que tu as pour moi où je peux t'aider voilà. Regardons ensemble, est-ce que je peux ouvrir mon carnet d'adresses? On a un projet interne qui a été mis on hold, mais pour tel prix, tu pourrais le faire. Et c'est de vendre des intégrations, des services supplémentaires, garder la boîte en forme, avoir des revenus, bien choisir ses clients. On a fait ça. Ça me fait plaisir que tu te dises, bien choisir ses clients, ça reste important. Ah oui, en temps de crise. Ça reste super important. J'ai fait un autre webinaire, c'était des gens qui étaient dans le tourisme, ils avaient tous leurs clients dans le secteur du tourisme. Ils savent déjà que ces clients, même s'ils disent qu'ils vont payer, ils vont pas payer, ils n'auront pas l'argent, ils seront plus là. Ou certains d'entre eux. Hein, et quand tu travailles pour un grand groupe de voyage, ben voilà, qu'est-ce que tu attends de ta facture? Ils sont là pour te commander plus en te disant, on va te payer avec 3 mois de retard, mais tu n'as aucune garantie qu'ils vont honorer ces accords. Il y aura un curateur qui va dire, bah tant pis, queue in the back derrière tous ces prêts-là. Et du coup, c'est le moment quand tu te réinventes de choisir quels sont les secteurs dont je crois que ceux-là, ils sont du bon côté de la crise, ils ont une bonne trésorerie, ils ont une belle vision de continuer. Et il y a des boîtes comme ça. Hein. Bien sûr, tout à fait. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, c'est justement une des leçons que moi j'ai tirées de la crise de 2008-2009. C'est j'ai travaillé dans une boîte de consultance à l'époque et c'était une boîte qui travaillait exclusivement dans le milieu financier et surtout avec une grosse banque. On va pas dire laquelle, mais c'est 3 lettres et c'est une banque flamande. Donc, oui, voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup trop qui partagent ça. Et donc, effectivement, la banque a bien été obligée de renvoyer les consultants. Et quand t'as 200 consultants et que t'en as 120 qui reviennent sur le bench, t'as un gros souci, quoi. Et donc, effectivement, un portefeuille de clients mal diversifié, c'est un risque gigantesque pour une entreprise. Et évidemment, on peut pas choisir au sens de avoir tout ce qu'on voudrait, mais c'est clair que c'est des critères à prendre en compte, même en temps de crise, parce que c'est les clients en temps de crise qui vont être les plus difficiles potentiellement, ou ceux qui sont à risque peut-être pour mal investir. Ouais. Donc, mais c'est intéressant de dire parce qu'au fond, on va être dans on arrive dans une époque d'entraide. Et moi, je pense que les gens qui maintenant privilégient uniquement le revenu sans privilégier les gens et les relations, ça va les mordre. Parce que c'est pour revenir un peu quand tu me parlais de talent, moi, je vois ça concrètement. On est fort dans le mode des sociétés de services qui sont en mode gros body shopping. On a beaucoup de trésorerie, mais alors même qu'on pourrait mettre tout le monde en chômage technique, on vire tout de suite de manière pas toujours très propre. Je pense que ça va se payer dans 6 mois. Parce que oui, dans un premier temps, les gens vont prendre les boulots que ces boîtes-là leur donneront quand ils seront là, mais dès qu'ils pourront choisir de partir, ils partiront. Ouais. Et moi, si je reviens, ça ne m'étonne pas, je connais beaucoup de gens, moi j'en fais partie, on est devenu freelance après la crise de 2009, justement parce qu'en voyant ce genre d'attitude, on s'est dit on n'a plus envie de prendre le risque de bosser pour ces boîtes. Moi, je crois que ça va avoir un impact aussi sur le marché de l'emploi à moyen, à long terme. Ouais, il y a une question de Fred Wouters qui parle de cet effet de panique, hein, les entreprises qui ont sabré les dépenses marketing, pas juste sales. C'est clair que moi j'entends autour de moi et je le vois dans les campagnes marketing qu'on continue à faire que dans certains mots-clés et certaines campagnes et segments, c'est la moitié jusqu'à 30% du coût qu'on avait au mois de février.
Oui, c'est ça. Selon la niche, si tous vos concurrents arrêtent d'acheter le mot-clé, eh ben voilà, le prix, c'est un marketplace, le prix est à la descente. Et il faut encore voir dans quelle mesure Facebook, Google et les autres, ils sont en train d'arnaquer avec l'algorithme de savoir où on va pas donner tout l'avantage à nos clients, on va garder ça à un niveau et trouver de pain, le level auquel tu vas encore investir en marketing. Mais c'est clair qu'il y a une opportunité. Si tes produits se vendent bien dans la crise, certains webshops font des très très bonnes affaires. On dit souvent d'ailleurs que c'est pendant les crises que les plus belles startups ou les boîtes les plus innovantes sont formées en fait, parce que c'est un moment où on a besoin d'être créatif. On est forcé. C'était marrant au début de ta présentation. Tu te dis voilà, c'est le moment d'aller voir les dépenses. Mais en logique, c'est quand même dommage qu'on va regarder les dépenses seulement dans une crise. C'est quelque chose que quand tu gères une boîte, tu vas faire tout le temps. Ouais. Et ça veut dire, pour moi, ça veut dire si aujourd'hui tu dois regarder ça avec la râpe de fromage, oui, tu peux enlever un tout petit peu à gauche et à droite, aller chercher un abonnement téléphonique un peu moins cher. Mais c'est pas avec ces dépenses-là que tu vas sauver ta boîte. Oui, tous les petits trucs vont aider, mais c'est probablement pas en perdant ton temps dans ces petits peaufinages que tu vas gagner. Moi, j'ai eu des coworkers, justement, qui viennent pas dans leur coworking, qui me disent, je continue à payer parce que ça m'a donné tellement les années avant. Et, Catherine, tu parlais de la relation historique. Les gens se disent, bon, que je peux pas y aller pendant 2 mois, vous souffrez comme nous, on va voir après, je préfère que ça continue à exister. C'est le réflexe que beaucoup de consommateurs ont aussi, c'est qu'on va acheter dans les magasins autour de nous. Ma femme travaille dans un magasin de livres, les gens envoient des emails, ils achètent des bons cadeaux maintenant pour que quand ça rouvre, pour aider les petits commerces, eh ben ça joue beaucoup aussi. Et de nouveau, c'est très, je crois que cette session est surtout axée sur des SMB, des PME, des petites sociétés, freelancers. C'est très spécifique. Mais beaucoup d'entre eux, on peut faire appel à nos clients qui sont contents par le passé et trouver nous-mêmes des façons de s'adapter. Dans quelle mesure est-ce que le produit ou l'offre des services peut être délivré à distance? Tout à fait. Moi, j'ai une question à te poser comme on parlait des dépenses marketing. Oui. Et, parce qu'au fond, il y a ce que tu dépenses en marketing et comment tu dépenses en marketing, parce que tu fais plus du marketing de la même manière. Quel est le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs pour réfléchir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce marketing et comment on optimise au mieux les dépenses? Premièrement, faites très gaffe avec le corona washing. On a tous marre de recevoir des emails de boîtes qui n'ont rien à voir avec ni le produit ni les services dire voilà, suite à la crise corona, on vous fait c'est du spam. Là, je parle de mail ou de reach out ou des campagnes qui sont tone deaf, comme on dit. Hein. Coronavirus d'une boîte dont tu n'as rien à. Non, ça va à l'encontre. Du coup, faire très attention. C'est pas un top que le campaign nous dit tiens, je vais prendre ça, je vais faire un truc marrant avec. Non, de grâce, évitez tout ça. Seulement communiquer autour du corona crisis si c'est vraiment quelque chose où vous soulagez. Hein, si votre marque va donner des gels alcooliques pour laver les mains contre le virus, et ben là oui, là c'est clair que vous pouvez communiquer autour, surtout si vous le distribuez gratuitement. Là c'est du PR marketing qui passera très bien. Mais attention de lier votre message. Deuxièmement, c'est comme toujours dans tous les temps, où est la valeur de ma solution, de mon produit? Qu'est-ce que j'apporte au client? Pas de réfléchir de soi-même et dire je dois gagner de l'argent, mais c'est d'essayer de mettre la casquette au client, de dire qu'est-ce que j'apporte à ce client et d'utiliser le temps qu'on est confiné, de trouver de nouvelles façons justement de faire ce reach out. Je vois qu'il y a Fred Wouters dans la session, il a fait un autre webinaire là-dessus, comment faire du marketing raisonnable, et je vois qu'on a une nouvelle question en pop-up. On va la mettre pour tout le monde. Sa question justement, donc. Ouais. On va le lire parce que je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde le voit. Ouais. En gros, l'idée, bon, vous lisez votre français, je suis néerlandophone, du coup, allez-y, lisez-le pour moi. Mais, donc, en gros, l'idée est que si on a bien fait son travail et évalué ses dépenses en termes de ROI, quel est le retour que j'ai sur ma dépense? Nos dépenses sont déjà bien cadrées. Mais donc, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a finalement plus grand chose dans quoi couper? Moi, j'ai aussi un peu envie de répondre à la question de Fred en disant, si tu en es déjà là et que tu as bien fait ton travail, effectivement, il n'y a plus grand-chose dans quoi couper, si ce n'est des éventuels projets d'investissement. Et encore une fois, ça dépend
le type d'entreprise que tu es. Si tu es dans une consultance pure et dure, il y a probablement peu de choses en quoi couper. Si tu es une boîte orientée produit, en fait, c'est quelque chose qui est assez controversé, je vais dire, de moi ce que je veux dire ici, mais quand on est une startup tech, aujourd'hui, en général, tu peux saquer dans tes coûts de développement pour l'instant. Euh, si ta roadmap prend du retard aujourd'hui, tes clients vont pas t'en vouloir pour autant que ton produit fait déjà ce pourquoi il existe. Mais sinon, par ailleurs, tu as tout à fait raison, Fred, il me semble. Il n'y a pas toujours énormément d'en quoi couper. Et le point que Tone est en train de faire, et c'est là que je vais passer la main à Tone, c'est que fondamentalement, il faut surtout réfléchir à comment augmenter tes revenus. Ça qui est dans les dépenses, c'est bien, mais c'est surtout les revenus qui sont... Et en parlant de start-up, les start-up peuvent fournir d'autres services que ce produit fantastique pour lequel ils ou elles ont créé la boîte. Hein. C'est d'avoir cette adaptabilité, de dire, OK, où est-ce qu'on fait de l'argent? Quand tu dis, il y a beaucoup de belles boîtes qui sont nées en crise, il y a beaucoup de belles boîtes qui se réinventent en crise. Ouais. Mais les dernières années, qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on gagne de l'argent aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de réussir en software as a service? Hein? C'est très lent, il y a des très hauts coûts d'acquisition. Par contre, il se peut que votre concurrent, dans les 2 mois qui viennent, va plus être là. Ouais. Et votre marché qui était extrêmement difficile parce que vous êtes en deux en train de vous battre pour les mots-clés, pour les clients, etc. Et ben, le marché, les crises ont des effets, ont des effets darwiniens dans le marché. Absolument. Et quand c'est une startup, c'est fait pour ça. Une grande partie ne va pas réussir et it's perfectly okay. Oui. Et quand il y a la crise, personne ne va vous en vouloir de dire mon financement dried up. Ouais. J'ai pas su closer mon round parce que l'investisseur n'avait plus envie à la valo qu'on avait mis avant et j'ai pas su trouver un autre ou un équilibre entre le prix demandé et le prix qui était prêt à mettre. J'entends que les business angels, ils continuent. Hein. Le plus difficile, je crois, qu'en tant que société, c'est que quand tu n'as pas encore ton produit et que tu as déjà des coûts. Quand c'est juste 2-3 fondateurs qui mettent leur temps, eh ben pour l'instant, il y a une ressource qu'on a tous beaucoup, c'est du temps à la maison confiné. Du coup, ceux-là, en principe, mis à part le fait qu'il n'y a pas de revenus, avec tout les supports de l'État pour les gens qui ne savent pas aller au boulot, avec un peu de chance, ils se trouvent dans un rôle, dans un statut où ils peuvent faire appel à 1200, 1500 euros par mois de revenus de remplacement pendant que l'économie est fermée de service. Par contre, tous ceux qui sont un peu plus loin, qui ont déjà engagé, mais qui n'ont pas encore le produit qui rapporte les revenus qu'ils auraient voulu, ceux-là, ils doivent trouver du financement externe, soit via des banques qui vont croire dans le plan de croissance qu'ils mettent, mais ça sous-entend qu'il y a déjà une validation du product, du produit dans le marché, du product market fit, comme on dit. S'il n'y a pas ça, il faut trouver des VC, des angel investors, des friends, family and fools, et de doubler ce montant avec tous les prêts existants qui sont déjà là via Win-Win-Winning en Flandre et des formats de tax-up shelter qui en sont d'ailleurs. Du coup, pour les boîtes purement technologiques, genre startup, il y a pour moi cette voie-là. Certains d'entre eux, quand tu es vraiment en train de couler parce que tu as 100 personnes en payroll et 100 000 euros de revenus, bah c'est clair que tu vas pas réussir. Oui. Hein? Mais est-ce que ça va pas si tu trouves un VC qui va mettre des millions pour te faire traverser cette debt valley, il faut regarder dans le miroir et se dire merde, I tried and I burned I went too close to the sun without having a backup plan. Parce que c'est ça aussi. Je vois autour de moi pas mal de startups qui, dans les mois passés, ont commencé à faire des rounds en sachant que d'ici le mois de juin, ils avaient plus d'argent. Ils ont mis des attentes extrêmement élevées. Les VC ont dit non merci. Certains ont mis bah vous êtes fous, c'est beaucoup trop bas. Et maintenant ils retournent en désespéré. Et ben les conditions sont plus les mêmes. Et puis ils disent bah c'est scandaleux, le VC il profite de la situation. Bah c'est ça le marché aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a offre et demande. Pour l'instant le VC il a beaucoup d'offres. Il peut choisir les winners selon ses calculs à lui. Tu donnerais quoi comme conseil pour te dire se positionner à quelqu'un en dire voilà je sais que je suis pas dans une situation glorieuse mais je veux un peu sortir les marrons du feu pour ma start-up. Comment je fais pour bien me positionner maintenant? Quelles sont les décisions que je prends? Je crois qu'avant la crise, les startups, et moi y compris, on a tendance à embellir la situation. Regardez, nous sommes déjà là, le produit, l'attraction, notre concurrent, le SWOT analysis, tout ce que tu veux. Hein, et ce que l'investisseur veut savoir aujourd'hui, c'est la réalité, c'est la transparence, c'est de savoir, OK, how bad are things?
Ouais. Combien de cash est-ce qu'il vous reste réellement? Est-ce qu'on parle de 2 semaines, de 2 mois ou du mois de septembre 2020? Ou fin d'année, tant mieux. Ça veut dire que vous avez du temps pour trouver une solution à la pénurie de liquidité. Et pour moi, c'est la transparence qui devient plus important vis-à-vis d'un VC qui sait, quand je mets de l'argent là-dedans, cet argent va servir pendant X temps à faire cela. Et cette boîte a bien compris les difficultés, ils ont agi, ils ont montré leur agilité de pouvoir changer les idées fixes qu'ils ont eues. La période de luxe qu'on a vécue pendant X années quand même, où n'importe quelle 2-3 personnes qui lancent une idée complètement ridicule quand on regarde ça en dehors de la bulle, reçoivent des millions en valorisation et lèvent 1 million pour voir, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec. Cette phase-là, pendant un bout de temps, on n'aura plus ça. Donc, par contre, certaines de ces idées ont mûri, ont montré qu'il y a un potentiel. S'ils savent convaincre un investisseur que eux, ils sont les premiers après la crise à pouvoir le réaliser, ils vont trouver du capital. Ouais. Donc, est-ce qu'au fond, je veux dire, bon, c'est toujours pareil, la crise est absolument dramatique, bien évidemment, mais est-ce que ça n'a pas quelque chose de sain, en fait? Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est pas un peu, finalement, on a été un peu trop loin, et ici, il y a un espèce de retour de balancier, c'est peut-être pas plus mal qu'on... Oui, mais les raisons de cette crise sont pas économiques. Normalement, l'économie, justement, il y a ce retour avec des up and des down. Et dans ce cadre-là, oui, c'est normal d'avoir des vagues de nettoyage, je dirais, où ceux qui n'avaient pas de modèle de ont cru qu'ils étaient en dehors de l'économie réelle parce que different rules apply to us. Ouais. Et j'ai fait parmi de ceux-là. Hein. Moi, je vais jamais oublier en 99 quand on a levé le 1er million, mes amis, j'ai étudié un ingénieur commercial, disaient mais comment c'est possible? Tu n'as pas de revenus. Comment est-ce que tu peux lever 1 million en cash avec des promesses, avec un slideshow et un spreadsheet? Bah oui, j'explique, mais tu comprends rien au startup. Nous, on fonctionne pas comme ça. C'est dans quelques années seulement qu'on doit prouver qu'on a fait de l'argent. Oui, et puis une fois que la dot-com crisis était venue, on a vite appris que non, on n'était pas en dehors de l'économie réelle. Nous aussi, on devait payer les salaires et les loyers, et nous aussi, on devait trouver des clients qui payaient leurs factures. Et c'est ça un peu l'effet nettoyage. Par contre, oui, cette crise a un aspect tout à fait unique par son origine de pandémie et d'avoir un risque, ça se dit risque sanitaire ou un risque de santé qui à la base n'est pas un problème économique. Oui, ça fait des effets. Les pauvres restaurateurs, je connais des jeunes restaurateurs qui viennent de se lancer, ils ont tout acheté, financé, et puis zéro revenu. Et puis, nous, on peut faire un webinaire en disant, oui, mais réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il faut être réaliste, c'est clair. Il va y avoir... Oui, et ils essayent, ils font du take-away food, mais c'est toute une autre organisation, c'est d'autres besoins. T'as pas besoin d'une grosse salle pour faire des livraisons, t'as besoin d'une grosse cuisine. Il faut avoir un endroit où tu es près de tous ces clients qui commandent à emporter, etc., etc. Du coup, voilà, c'est faire très attention avec ce genre de. C'est facile de faire des changements. Je suis très conscient que c'est très difficile de changer son business, mais quand on est en service et en tech, il y a moyen. Et il faut passer son temps, pour moi, à changer et montrer que tu as vraiment changé ta façon de vendre ton produit, tes services, de ne pas se prendre au sérieux. De dire, OK, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis un consultant, je peux faire du consulting. Je prends une mission de consulting. Et je vais prendre une mission de consulting chez une instance gouvernementale, comme ça je suis sûr qu'ils vont payer les factures. Voilà, et quand on a une boîte d'ingénieurs, voilà, certains peuvent faire ça. Oui, c'est clair que je vais pas passer toutes mes heures à développer ma startup, mais c'est pas grave, ma startup elle va survivre la crise et on a la chance qu'on n'a pas démarré hier, qu'on a déjà des clients, qu'on a un produit et qui se vend. Ça. J'aime bien dans ton approche, c'est qu'au fond, toi, ce que tu as décidé de faire, c'est protéger tes talents, quitte à shifter tes activités. Oui, absolument. Talents, pour le moment où ça redémarre, tu les as encore parce que... Oui, je touche du bois là, et qu'on va garder. S'imaginer qu'en fait, on peut se passer de talent et qu'on peut couper dedans et que ça va être facile de redémarrer après, je crois que c'est double. Hein. Dans certaines boîtes, je fais aussi appel aux mesures de l'État. Il y a des gens qui sont au chômage
chômique parce qu'on ne sait pas faire la vente, qu'on n'a pas su transformer rapidement parce que les clients de l'autre côté ne sont pas en webinar mode de dire tiens, un ouvrier sur un chantier, on a testé, c'est pas si facile de dire tiens, je viens vous apporter plus de boulot. Il m'a dit du boulot, j'en ai encore à crever parce que j'ai pas travaillé pendant X semaines. Mon carnet est rempli jusqu'à la fin d'été. Recontactez-moi. On m'a dit non mais j'aimerais vous montrer avec un webinaire. Il me clac, il coupe la ligne. Hein, ils en ont rien à cirer pour le dire. Ça veut dire que oui, là, tu dois te réinventer. Tu dois complètement changer ta façon de vendre. On est en train de le faire. Hein. Mais entre-temps, tu as des vendeurs qui ont des voitures de société pour rouler vers des clients qui sont des clients des corps de métier, qui eux sont confinés et veulent pas recevoir et on peut pas recevoir parce que c'est pas critique ce genre de visite et qui en même temps sont pas les plus technologiques pour dire mettez votre webcam et on va se parler, je vais vous montrer par la main dans une démo comment fonctionne ma plateforme pour avoir plus de boulot. Ouais. Donc en gros, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ont une culture pour s'adapter au changement le plus rapidement possible. C'est vrai que c'est... Oui. Et c'est aussi pour les personnes, et moi je me bats vraiment pour pouvoir garder toutes les personnes dans toutes les boîtes, et je vais continuer à faire ça parce que je trouve que ça c'est, quand tu crées une boîte, tu as une responsabilité en tant qu'entrepreneur, et quand tu sais que tu peux y arriver, tu fais tout pour y arriver. Mais de nouveau, dans certains modèles, l'exemple tout à l'heure, une boîte avec 100 personnes qui n'a pas de revenus, tu peux essayer, mais c'est très improbable, tu vas y arriver. Alors de nouveau, sois transparent avec ton équipe rapidement. Les gens vont comprendre. Il faut pas laisser, oui, tout va bien, et puis une semaine après, en fait, ça va pas du tout, on est en faillite. Ça, c'est pour moi un mauvais gérant, un mauvais administrateur. Les gens attendent aujourd'hui de voir la réalité. Moi, j'étais extrêmement transparent dans ma boîte data, très ouvert vis-à-vis de tous les employés, où nous en sommes, quel client a payé quand, combien, quelle est notre trésorerie, parce que c'est une angoisse de gens qui travaillent dans une boîte de service, et je trouve que c'est le moment. Les années avant, on n'a pas fait ça parce qu'il n'y a pas besoin. Les salaires sont payés tous les mois. Et voilà où on investit, quels sont les coûts. De toute façon, en tech, tu réinvestis tout ce que tu as pour grandir. Et les gens ne se posent pas ces questions. Là, maintenant, en crise, on a tous l'angoisse. Comment est-ce que je vais payer mon prêt hypothécaire, mon loyer, mes vacances en Belgique, voilà, tout ça. En mer du Nord ou dans les Ardennes. Oui, c'est ça. C'est très bien. Ce sont des choix binaires. Hein. Venir à Namur, c'est bien. Oui, Namur, c'est bien aussi. Est-ce qu'il y a des questions, en fait? Parce que je vois que l'heure tourne et je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient bien intervenir. Je vais juste revenir sur une remarque que faisait Viviane, que je trouve intéressante. Oui, super intéressant. On parle souvent... OK, du côté tech, etc. Mais là, on est en train de parler même dans un univers plus industriel, une grève long terme dont Viviane a pu profiter pour finaliser la modification d'une ligne de production et avec celle-ci, tripler la production avec une meilleure marge. Donc, c'est toujours cette idée, voir s'il y a une opportunité dans une situation qui est inconfortable. Et alors, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il y a toujours moyen de se sortir de tout. Mais c'est vraiment intéressant de toujours se demander qu'est-ce que je peux faire dans le contexte qui m'est donné là, y compris quelque chose que j'ai vraiment pas choisi en l'occurrence. Donc, on a d'autres exemples. Fred, il évoque une boîte Squirrel qui aide les comptables et les fiduciaires. Tout est à distance maintenant. Aujourd'hui, pour la TVA, certains d'entre vous allaient apporter des fardes avec les factures et les tickets. Et le comptable allait amputer ça. Aujourd'hui, c'est des Dropbox et des scans, mais tous les comptables n'étaient pas encore dans cette voie. Vous étiez encore en papier ou vous étiez déjà en digital? On est chez Squirrel pour ne rien te cacher. Voilà, ok, c'est la double pub. Squirrel va sponsoriser cette session du webinaire. C'est clair, c'est bon à savoir. Mais j'aimais bien l'exemple de Viviane qui parlait d'utiliser, parce que ça montre, l'entrepreneur, tu utilises quelque chose qui est disruptif pour une société. Quand tu as une grève, ça va pas bien. Il y a un conflit, il faut le surmonter. Les employés ne viennent pas pour dire, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la boîte traverse et s'améliore? Faire une nouvelle ligne de production qui, surtout si elle a triplé la capacité avec une meilleure marge. Waouh, chapeau, et bien fait. C'est ça que chacun d'entre nous doit faire. C'est notre devoir en tant qu'entrepreneur de chercher qu'est-ce que je peux faire avec les assets, les atouts, les actifs que j'ai autour de moi pour me réinventer. Et pas dire, ah merde, mon business n'existe plus comme avant, donnez-moi de l'argent,
cher gouvernement, parce que moi aussi, je n'ai pas de chance. Et de nouveau, c'est normal pour des boîtes opérationnelles dans l'économie classique. J'ai rien contre ça, mais j'ai un gros souci quand les startups font ça, parce que nous sommes justement les chanceurs qui peuvent se permettre de se réinventer. Quand on dit qu'on peut faire des pivots, fail fast, learn fast, eh ben, c'est le moment de montrer qu'on est entrepreneur tech. Ouais, Aujourd'hui. maintenant, c'est le moment de put your money where your mouth is, hein, et l'impression que c'est pas Oui, tout à fait ce tout qu'ils à sont fait. en train de faire avec ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. Pas tout le monde, hein, mais je crois que c'est un peu... disons que ceux qui appellent à l'aide vont faire plus de bruit que ceux qui disent rien, qui avancent et qui sont constructifs. Donc c'est toujours un peu... toujours un peu une différence. Pour le moment, ceux qui pivotent leur business, on les entend peut-être pas. Ouais, parce qu'ils ont des choses à faire, justement. Moi, je passe mon temps à ça. Je travaille des longues journées, je l'avoue, je suis fatigué, mais on est en train de faire le basculement de produits, services vers des nouveaux revenus. On signe des contrats, on délivre des projets à distance et les clients payent jusqu'à présent. Du coup, voilà, je me plains pas. Mais oui, en tant qu'entrepreneur, c'est stressant parce que tu fais quelque chose qui n'était pas prévu et tu changes ton business pour faire pour mettre l'accent dans d'autres lignes de revenus que tu n'avais pas capté ou approché avant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir, poser des questions ou bien même partager ses réflexions avec nous? On peut partager dans l'écran sans problème si vous le souhaitez. Vous pouvez même venir sur scène. Intervenir. Viviane est en train de taper. On veut voir les coiffures, Oui, c'est ça. Moi, avec la tondeuse, j'ai de la chance, j'ai pas besoin de sortir pour ça. Parce que ça ne ressemble plus à rien. Ouais, moi, c'est pour ça que je sors de l'écran, en fait. C'est pour... Clair que les coiffeurs, il va y avoir une file, moi. Ouais. Il y a Viviane et Fred qui sont en train de taper. Même pour le plus petit business, il y a moyen de trouver du chiffre d'affaires, mais ça, je crois aussi. Tant que c'est Viviane qui est en train de taper et pas Mohamed Ali, ça c'est Fred, ça c'est bien son style. Est-ce que quelqu'un a envie de venir sur scène, ou bien pour poser une question, ou bien partager une réflexion? Le temps... J'ai des problèmes avec le... Ok. Dit Fred. Ok, Fred, je t'invite. Yop là. Youps. Fred se prépare. Ouais. J'aime toujours ce petit message. Fred se prépare. Ouais, mais c'est normal. Hein, il vérifie son micro. Vérifie tes cheveux. Il est en train de choisir s'il met à gauche ou à droite, mais voilà. Mes cheveux sont toujours là. Le voilà. Voilà. Ah, tu as mis vers le haut, c'est ça. Vers le haut et vers le bas. Voilà, bien, exactement. Comme ça, je peux aussi. retourner ma tête et ça reste la même chose. Il y a un axe de symétrie au niveau des lunettes, en fait. Moi, je suis curieux pour ton business, comment ça t'a impacté toi, parce que tu fais du contenu, tu as des sociétés à mieux communiquer. Qu'est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Écoute, pour moi, ça a été très étrange parce qu'au début, effectivement, j'ai vu quelques clients suspendre des campagnes, partir, etc. Et voilà, bon, moi, j'ai pas de jugement à émettre là-dessus. Chacun décide de la façon dont il veut gérer son business. À mon sens, et je dis pas ça parce que je suis en train de prêcher pour ma chapelle, à mon sens, arrêter les dépenses de marketing à un moment où justement les dépenses de marketing ont plus d'impact parce que tout le monde les arrête. Je trouve ça un peu idiot, mais bon, voilà, après chacun son boulot. Après, ce que je vois, c'est que maintenant, je commence à avoir plein de clients qui préparent, alors qui soit ont décidé de saisir l'opportunité de ce confinement pour faire quelque chose et pour changer leur business et pour communiquer là-dessus. Donc ça, c'est par exemple l'exemple de Squirrel dont je parlais tout à l'heure, qui m'est revenu. Enfin, c'est un client à moi aussi. Et donc, ils sont là, ils sont en train de démarrer un digital challenge en fait pour les fiduciaires, où l'idée c'est de dire, bah voilà. La crise, c'est une occasion parce qu'en fait, bon, le gros problème auquel ils font face dans leur business model, c'est qu'il y a beaucoup de fiduciaires qui sont très traditionnalistes et qui ne veulent pas passer au digital, et beaucoup de clients qui sont aussi traditionnalistes et qui préfèrent venir apporter leur petite boîte à chaussures pleine de tickets de caisse plutôt que de tout scanner et d'envoyer. Et donc, en fait, l'idée qu'a eu donc Philippe, le fondateur de Squirrel, c'est de dire, bah voilà, c'est peut-être le moment, justement, comme nous, on vend des logiciels pour les fiduciaires qui se dématérialisent, le moment de leur dire, bah, profitez du fait
que toutes les communications hors digital sont coupées pour digitaliser votre boîte et vos clients, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et l'idée, c'est de créer un challenge là autour, qui soit un challenge aussi dont l'objectif n'est pas uniquement de faire la promo de Squirrel, même si bien sûr, au final, c'est aussi ce qu'ils font. Je suis en train de compter, on est à 15 fois déjà dans la session, et du coup, ça va bien. Le name dropping marche très, très, très bien. Je prends 15 cents, en fait, parfois que je les mentionne, donc... Mais donc, ça voilà, va très bien. donc j'ai d'autres clients effectivement qui reviennent chez moi aujourd'hui en disant bah tiens voilà on va préparer la fin du confinement, on voudrait commencer à sortir des choses. Là j'ai par exemple des amis en Suisse qui ont développé une application liée au monde de l'événementiel. Donc autant dire tout de suite que coronavirus quand c'est arrivé ça n'a pas trop été dans leur plan. Et puis là ils se disent ah mais en fait on arrive à la sortie du confinement, c'est le moment, c'est l'instant de justement communiquer et lancer notre app parce que quelque part, ça va aider le secteur événementiel à essayer de récupérer un peu de peps. Donc, ce que je constate maintenant, c'est qu'il y a une augmentation du nombre d'entreprises qui commencent à réfléchir sérieusement à l'après-crise et à se positionner et à faire leur marketing. On espère qu'on approche la phase après-crise avec une ouverture bien pensée et safe pour pas dépasser la capacité des hôpitaux. Mais voilà, c'est clair qu'on approche cette phase-là, on entend la même chose. Et pour certains, ça ouvre des opportunités. J'ai eu des banques qui nous ont contactés. On a essayé pendant 2 ans de faire un test. Maintenant, ils nous contactent eux-mêmes pour dire bah, les gens sont à la maison, n'ont pas accès au mainframe et on a le temps de tester des web tools pour voir si ça peut nous aider dans notre transformation digitale. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ce que j'expliquais dans... C'est des coups de bol, mais voilà, ceux-là, ils tombent aussi, ils ne sont pas convertis, pas encore. Les tests sont en cours, mais voilà, on va voir comment ça va. C'est ce que j'expliquais dans l'autre formation en marketing, dans l'autre webinaire auquel on avait participé, Tone. C'est qu'il y a des entreprises, effectivement, surtout quand on est une petite entreprise, finalement, si on n'a plus de boulot, il y a un truc qu'on a et qui ne va pas nous coûter de l'argent, c'est du temps. Ouais. Et donc, si on a du temps, c'est le moment, effectivement, d'investir dans des réflexions de fond, soit au niveau des outils qu'on emploie, soit au niveau des méthodes qu'on a, soit il y a plein de manières, ou simplement, je sais que c'est par exemple le cas de Yorick et Catherine, de dire voilà, on va prendre le temps qu'on n'a pas d'habitude pour travailler sur notre site web, pour travailler sur notre com, pour travailler sur plein de choses. Et nous, on devait lancer notre offre team building. Ouais, voilà. Non, on a une chaîne YouTube, tu vois, Voilà, oui, vous vous adaptez. C'est l'avantage quand on est une petite entreprise. Vous trouvez le modèle de revenu qui va avec. Mais c'est ça, c'est plus dur. Nous, je trouve qu'on est dans une situation de luxe dans le sens où nos seuls coûts, c'est nous-mêmes. Même nos voitures, elles ne coûtent plus, donc elles ne nous coûtent plus pour le moment. Si. On les paye, mais on ne paye plus d'essence. Capex, OPEX, j'ai la question là. Je fais attention. Mais ça nous offre une facilité. Mais c'est un peu l'occasion aussi de se refaire. Enfin, moi, je crois que c'est utile d'essayer de faire des tests maintenant, même si les tests ratent, parce que ne pas les faire et ne pas bouger, c'est juste être en mode je me morfonds, je déprime et j'avance pas. Et je crois que les gens vont pardonner. Moi-même aussi, vous avez des super beaux micros. Moi, j'ai commandé un micro, il n'est pas arrivé. Je suis encore là avec mon oreillette. Je fais des webinaires en permanence. C'est avec le micro de mon Mac, c'est pas mieux. On le préparait en fond et en fait, on l'a. Oui, mais c'est bien. Mais je veux dire, les gens pardonnent. On est tous en train d'improviser chez nous. J'ai un enfant qui est en train de faire ses devoirs. Il va peut-être rentrer. Voilà. Tout le monde pardonne parce qu'on sait qu'on vit dans ces conditions un peu en stummelings où ça nous a pris en non préparé et nous sommes doucement en train de nous organiser. Comment est-ce que je travaille de façon efficace de chez moi? Et encore, je plains les gens avec des jeunes enfants parce que ça va être la cata pour pouvoir te concentrer dans des calls et du boulot. C'est extrêmement dur. Je plains aussi ceux parce que là, on est en train de philosopher comment faire quand tu n'as pas venu. Mais quand tu n'as pas de réserve financière, c'est extrêmement stressant. Tu n'as pas le luxe mental dans beaucoup de ces cas-là de dire tiens, je vais une fois bien réfléchir stratégiquement, comment je peux me repositionner, je vais faire un petit test frivole qui va pas rapporter de l'argent. En même temps, c'est pas un luxe mental, hein. Nécessité fait loi. Donc à partir du moment où effectivement parce que bon, voilà, moi, suite à des questions de santé, ma petite entreprise n'est pas nécessairement dans la meilleure des formes financièrement parlant.
c'est pas pour ça que j'essaye pas, que je teste pas, que je fais pas des trucs, parce que justement, c'est peut-être l'inverse, tu vois. C'est peut-être le moment d'essayer de lancer plein de lignes et puis voir sur laquelle ça mord et tirer dessus, parce que c'est comme ça que c'est comme ça que les choses vont reprendre et c'est comme ça que le business va se développer, quoi. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'avoir une approche avec beaucoup de compassion, parce que tout le monde, on n'est pas égaux. Il y a des gens, moi je sais que pour le moment, en tant que consultante, ma situation elle est privilégiée par rapport à un restaurateur, par rapport à un petit commerce, par rapport à des gens qui ont des employés, parce que j'en ai pas. Maintenant, c'est vrai que les conseils de faire des tests, j'ai presque envie de dire que c'est, même quand on est vraiment, vraiment dans la merde, je pense que ça peut être utile pour garder un peu de... au niveau du mental, aussi, de contrôle, de sentiment de contrôle. C'est un peu un truc que je pousse à essayer de faire pour essayer de sortir de la déprime aussi. Parce que, Mais c'est un effort, hein, et c'est pour ça que ce genre de webinaire, pour moi, c'est important de montrer, voilà, je parle juste pour moi, je suis fatigué parce que je fais des webinaires et des web calls et c'est fatigant parce qu'on vous voit à distance. Moi, je suis j'ai capté un public. C'est extrêmement fatigant pour moi de faire ce genre de ce qui est un real live en digital, c'est pas la même chose. Mais par contre, voilà, on doit y passer, autant y passer maintenant, s'adapter, l'apprendre, de voir qu'est-ce qui marche pas. Parce que ce confinement, de back to normal, c'est pas demain, hein. Ça va changer notre économie et pour du bien aussi, je l'espère au moins. Et tout ce qu'on fait en digital maintenant, une bonne partie de ça va rester. Ce sont des nouvelles pratiques. À nous d'être les premiers à les peaufiner, mais de devenir confortable à faire ce genre de choses. En fait, c'est pour ça que pour moi, il doit y avoir une balance, parce que j'aurais pas envie de, par exemple, d'intituler ces webinaires les manières de vous sortir de la crise, comme si on allait vouloir les donner. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il y a des essais. Et même... C'est dans le webinaire payant qu'on a les recettes, Catherine. On avait convenu qu'on allait faire le call to action à la fin. On a la solution. Mais sponsorisé par Squirrel. Hein. Oui. Et t'écris ça comment? Parce que c'est Oui. Et d'arriver... Oui, allez-y. Comme ça, au moins, ils ont un sponsor de plus pour ce concept-ci. Hein. Mais d'arriver un peu à trouver cette balance entre... et ça, c'est marrant parce que ça revient au premier webinaire qu'on a fait, c'est d'accepter son état mental, d'accepter si on est déprimé, d'accepter... on a le droit. Hein. D'accepter qu'on a le droit d'être vraiment pas bien. Mais l'action aide dans une certaine mesure. Il ne faut pas que ça devienne une obligation envers et contre tout, parce que c'est pas bon non plus. Mais essayer d'avoir une action créative, ça permet de garder la tête hors de l'eau. Tout à fait. C'est bien d'être à deux. Hein. J'ai la chance d'avoir à la maison aussi ma femme, parce que quand on est seul, c'est encore plus dur pour tu dois regarder dans le miroir et dire allez, automotivation, maintenant je vais le faire. Tu vois, je vais pas regarder le film, le binge, tout ça, j'évite. Maintenant, je vais bosser parce que la pression externe de se lever, se laver, s'habiller, d'aller au boulot, ben voilà, elle tombe. Du coup, maintenant, c'est vraiment willpower sur laquelle tu dois te motiver pour changer. Ça prend beaucoup d'efforts. Et je trouve que ça prend beaucoup d'efforts. Je suis quelqu'un d'optimiste. Hein, j'ai cette chance-là que j'ai je trouve pas d'avoir une personnalité optimiste. Hein, et je crois que beaucoup d'entrepreneurs ont ça, parce que sinon, on prendrait pas les risques qu'on prend et on allait faire autre chose pour passer notre temps. Hein. Mais ça aide d'être optimiste. Mais pour les gens qui n'ont pas cette chance-là, c'est de regarder l'action, de faire des to-do lists, de faire le bar. Voilà, j'ai fait ça, j'ai essayé ça, ça a marché, ça n'a pas marché. C'est tout à fait normal, c'est OK. Oui, trouver des revenus. Pour moi, c'est plus facile de couper des coûts, parce que si c'est aujourd'hui le moment de couper les coûts, ça veut dire que vous n'avez pas bien géré dans le passé. Ça peut exister, hein, d'avoir un abonnement qui traîne et dire tu as vraiment besoin de ça. Bah non, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Coupez-le. Mais de l'autre côté, c'est pas avec les 50 ou 100 euros par mois que votre vie ici en Belgique va vraiment changer en prenant tout en mesure. Votre coût d'habitation est un multiple de ça. Et voilà, c'est concentrer sur les revenus, sur le changement. Pour moi, c'est mon message. Change fast, try, et faire des nouveaux services, des nouveaux revenus avec des clients dans lesquels tu crois, et dans l'ouverture, d'être transparent avec tes clients. On est tous dans la merde ensemble. Et ceux qui comprennent que nous sommes là pour aider de créer de la valeur pour un autre en l'aidant à passer cette phase, selon moi, c'est le message authentique qui passe le mieux maintenant.
no more window dressing, no bullshit. Non. Let's COVID kill it. Eh ben, je crois que ça, c'est une superbe conclusion à ce Il y a webinaire. Viviane qui est en train de taper. Ah, il y a juste Viviane qui est en train de taper. C'est dommage, parce que c'était une... Alors maintenant, c'est le cliffhanger maintenant. Et Viviane, j'espère que ça va être vraiment Oui, bien, c'est ça. là, hein, parce que si c'est juste merci, on va pas le prendre bien. Parce que Vous c'était êtes en beau. train de Hein. lui mettre la pression. Ouais, sinon, Il faut elle est entrepreneur. Hein. Si elle sait survivre une grève pour s'améliorer, un petit commentaire à la fin d'un webinaire, ça va pas trop lui faire mal. Possible, ouais. Mais on attend ça. On attend la remarque. Voilà. Moi, j'ai un peu clôturé de mon côté. Du coup, moi, je vous remercie pour le webinaire. Merci à toi, Todd, de nous avoir rejoints. C'était très chouette d'avoir ton expérience et ta perception de comment naviguer les crises. Ça me paraît... En anglais, on dit « This too will pass ». Absolument, tout à fait. Et c'est vrai. Et c'est l'avantage d'être un peu plus vieux. J'en ai survécu 2 crises. C'était pas les pires au monde, mais au moment où on les traversait, c'était la fin du monde. Tout à fait, absolument. Plus de capital à risque à trouver, les banques qui disaient on n'en veut pas. 2008, même chose. Et voilà, c'est chaque fois suivi par des bonnes années. Et voilà, profite de la vie, on vit qu'une fois. Et this too will pass. Tout à fait, absolument. Bon, je pense honnêtement que Viviane a juste un caractère dans sa box et qu'elle est plus vraiment en train de taper. Je pense qu'on va clôturer là. Merci à tous les deux. Merci Todd, merci Fred pour ton intervention. Merci et puis merci à tous d'être venus assister à ceci. Donc dans 15 jours, on retrouvera justement Fred Waters pour parler de comment est-ce qu'on peut s'adapter quand justement mon produit ou mon service n'est plus pertinent dans le cadre du conflit. C'est la session payante, les gens. Attention, hein, cette fois-là, c'est pas pour rien. Mais non, c'est pas payant, c'est sponsorisé par Squirrel. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà complètement oublié ça. L'idée, ce sera de continuer sur ce que tu dis, c'est un peu d'avoir un peu des outils de réflexion pratique sur comment brainstormer pour créer ces pivots, comment trouver ces alternatives, et un peu... Parce que c'est important d'arriver à se dégager un esprit créatif quand justement notre cerveau n'est pas en état pour l'avoir. Ça y est, Viviane a écrit. Non. Ouais. Viviane a écrit. Chez toi et pas chez moi. Elle a écrit, c'est la raison pour laquelle je défends le mentorat d'entrepreneurs pour les jeunes entreprises. Ah bah voilà, merci beaucoup Viviane, très très belle cause et on applaudit ça. Merci à tous. Merci pour ça. Merci. Bonne journée, au revoir. Bye bye.